Bien, bonjour. C'est le dernier cours d'interface graphique. Je vais encore vous donner quelques éléments techniques, un peu comme la dernière fois. Je ne sais plus trop ce qu'on avait fait la dernière fois, mais j'avais dû couvrir notamment les JTables, je pense. Des choses comme ça. Donc je vais vous décrire encore quelques éléments. Je vais vous montrer aujourd'hui le JTree, par exemple. Alors ce qui est particulier dans ces objets graphiques, dans ces objets d'interface, c'est qu'ils présentent des données, bien sûr. Bien sûr, vous connaissez bien d'autres éléments d'interface qui permettent de présenter des données, mais c'est en général très élémentaire, hein. Bon, bien sûr, il y a des données booléennes avec des checkbox, des choses comme ça, des chaînes de caractères avec des text fields, éventuellement même des textes dans des text areas ou ce genre de choses. Mais ce sont des données qui n'ont pas beaucoup de structure, hein, elles sont typées en tout cas. Elles sont typées simplement, mais elles n'ont pas de structure particulière. Pour JTable, c'était déjà le cas. Là, on commençait déjà à avoir des éléments graphiques qui permettent de présenter des données structurées, notamment sous forme de tables, et tables au sens des bases de données, hein. C'est-à-dire chaque ligne représente un enregistrement, et l'enregistrement, il est structuré en colonnes. C'est la façon habituelle de représenter les tables en base de données, par exemple, mais aussi pour les JTables. Et chaque colonne représentant simplement une des propriétés ou un attribut de la structure. Donc je ne sais plus, l'exemple que j'avais traité, c'était les étudiants, leurs notes, et puis je sais pas quoi, leur moyenne, et puis un booléen pour savoir s'ils étaient reçus à leurs examens ou à leur diplôme, ou je sais pas quoi. Donc il y a d'autres types de données structurées, bien sûr, il y a les tables, ça c'est quelque chose d'assez commun. Bon, il y a d'autres types de structures qui sont utiles et utilisées fréquemment en informatique, comme vous le savez. Ce sont les arbres. Donc il y a un objet graphique pour représenter ces structures arborescentes, et dont le nom c'est simplement les JTree. Alors évidemment, c'est comme pour les tables, c'est-à-dire qu'on va distinguer d'une part l'élément graphique qui va représenter la structure, et puis la structure elle-même, c'est-à-dire les données, oui, les données de la structure. Donc là, c'est pareil pour JTree. En fait, la principale difficulté, enfin, si difficulté il y a, ça va être de représenter cette structure de données arborescente. Pourvu qu'elle soit conforme à ce que attend un JTree, on va pouvoir effectivement, il va pouvoir l'afficher correctement en temps voulu. Alors j'avais préparé un exemple, donc on va regarder ce qu'il fait et puis comment est-ce qu'il fonctionne, mais il n'y a rien de bien mystérieux en ce qui concerne les JTree, simplement avoir en tête qu'il y a un modèle de données, mais j'ai déjà parlé de ces histoires de modèles. Donc c'est pareil, il y a du MVC aussi caché derrière les JTree, sachant que le modèle pour le JTree c'est un modèle d'arborescence. Et puis le contrôleur et la vue c'est l'objet JTree lui-même, l'objet graphique lui-même. Il doit y avoir un JTree exemple, ok. On va compiler ça. Et puis on va regarder comment il s'exécute, et puis après on va voir un peu comment le code est construit. Et vous verrez que la principale construction, c'est effectivement de décrire ces données structurées, c'est tout. Oui, alors, quel type de données arborescentes je vais utiliser? Je crois que dans l'exemple, on va le voir tout de suite, mais il y en a une qui est très naturelle, enfin, qui est déjà présente sur toutes vos machines, c'est évidemment l'arborescence des fichiers. Mais ça pourrait être toute autre donnée arborescente, bien entendu, hein, qui pourrait être représentée. C'est le cas ici. Voilà ce que c'est qu'un JTree. Donc ici, c'est un JTree qui va représenter l'arborescence des fichiers de ma machine.
Et puis, il y a des petites particularités, donc j'ai fait un exemple primitif, c'est un peu comme les JTables. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour les JTables, j'avais la possibilité de modifier l'apparence de certaines cases ou certaines colonnes de la JTable, hein, pour, je sais pas, y mettre de la couleur pour faire ressortir certains éléments ou je ne sais pas quoi. Donc là, c'est pareil. Certains éléments auront des présentations différentes. Donc on voit déjà en fait apparaître ici. Donc les dossiers, les répertoires sont représentés sous la forme d'icônes prédéfinies par mon environnement Java ici. Donc c'est des espèces de petits dossiers. Et puis les fichiers, je crois que c'est les fichiers. Hein. J'ai représenté ce qui n'était pas des dossiers en fait simplement par un label dont le texte utilise la couleur bleue et puis le fond rose. Voilà, pourquoi pas. Hein. Alors bien sûr, j'aurais pu utiliser n'importe quoi d'autre, enfin distinguer chacun des éléments comme bon me semble, par leur nom, leurs propriétés, enfin les méta-informations qui leur sont attachées, ça n'a que peu d'importance. Alors évidemment, on peut ouvrir, hein, le J-tree permet de naviguer dans l'arborescence. Comme vous le voyez, quand j'ai double-cliqué sur ETC, il a ouvert le dossier ETC, qui est en fait, hein, bien sûr, ça correspond au répertoire ETC de ma machine. Et puis, il a représenté les données qui étaient contenues dans le nœud ETC, sachant que les fichiers sont représentés, comme j'ai dit tout à l'heure, bleu sur fond rose. Et puis les répertoires avec la petite icône triangulaire invitant à ouvrir le répertoire si on le souhaite. Hein. Donc voilà. Donc on peut naviguer simplement à travers ces données de cette manière-là. Je ne sais pas s'il y a des... Ah, il y a peut-être des messages de traces qui traînent quelque part. Oui, bah vous voyez qu'à chaque fois que j'ai sélectionné des objets, j'ai affiché un peu où j'en étais. Je pense que c'est des petits messages de debug, mais probablement que si je clique sur un fichier, il va me dire que j'ai cliqué sur le fichier. Voilà. Donc évidemment, je peux, enfin sur un fichier, sur un des nœuds de l'arbre, nœud ou feuille, ça n'a aucune importance. Et puis j'ai retrouvé ici toute l'arborescence correspondante à ce nœud-là, sachant que la racine était représentée par un élément vide au départ. Donc si je redescends plus loin, probablement, je vais pouvoir, voilà. D'accord ? Là, j'ai cliqué sur l'élément cupsfiles.conf, donc qui était dans cups, qui lui-même était dans etc. Donc je récupère ainsi le chemin qui m'a amené à ce nœud-là dans la structure depuis la racine. Donc voilà ce que fait cet exemple, et puis on va regarder comment est-ce qu'il a été implémenté. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on va avoir un peu la même chose qu'avec la JTable. C'est assez similaire à la JTable, simplement c'est la structure des données qui est différente, mais le fonctionnement, les détails de fonctionnement du J-tree, c'est à peu près les mêmes que ceux de la JTable, en tout cas l'idée de base, bien sûr. Donc on va avoir d'un côté effectivement l'objet J-tree, et puis on va avoir un modèle de données, et puis on aura aussi évidemment un renderer pour les cellules de l'arborescence du J-tree. Hein, c'était déjà le cas pour la JTable. On avait la possibilité de spécifier des renderers qui permettaient justement de personnaliser ou de customiser, si vous voulez, l'apparence d'un élément de la structure. Donc on a exactement la même chose ici. Hein, je crois que j'ai rien fait d'autre que ça. L'interface, comme vous voyez, elle n'est pas plus compliquée que d'habitude. Donc j'ai une frame. À l'intérieur de cette JFrame, j'ai ajouté un J-tree. C'est aussi simple que ça. Et à ce J-tree, j'ai simplement effectivement attaché quoi? Eh bien, un modèle d'arbre, hein, donc un modèle de données.
que j'ai implémenté moi-même. On va voir comment. Et puis j'ai aussi attaché aux cellules, hein, au rendu des cellules, comme je le disais tout à l'heure, là il y a un instant, eh bien un rendu particulier. Et puis évidemment j'ai mis un petit listener aussi, bien sûr, parce qu'on peut avoir besoin de savoir ce qui se passe sur l'arbre, hein, d'avoir quelques informations sur justement l'interactivité dynamique qui a été opérée sur l'arbre. Donc l'interface, hein, elle n'est pas beaucoup plus compliquée que ça. J'ai simplement un autre paramètre, j'ai décidé que je voulais rendre la racine invisible, mais c'est pas très important, on aurait pu la rendre visible en tant que telle. Voilà, rien de particulier d'autre. Ok. Donc ce qui m'intéresse ici maintenant, c'est notamment le modèle de données. D'accord? Alors, le modèle de données, alors on va le voir apparaître ici, mais il a été construit de la manière suivante. J'ai instancié un default tree model dans lequel j'ai donné en fait des nœuds, comme on va le voir. Hein. Et puis on va voir comment ces nœuds ont été construits, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ma structure, je l'ai créée via mon file system node. Donc des nœuds qui vont représenter des objets de mon système de fichiers. Donc répertoire, sous-répertoire, fichier, etc. Donc c'est simplement ça la description de mon arborescence. Simplement c'est trinode, qui est un élément des modèles par défaut pour les arborescences de Swing. Eh bien je l'ai implémenté sous la forme d'un file system node, mais ça aurait pu être n'importe quel type d'arborescence, ça n'a aucune importance ici. Alors, Trinode, c'est une interface, et ça c'est une interface pour laquelle il y a un certain nombre de contrats à remplir. Donc, il y a évidemment des méthodes à remplir. On peut peut-être regarder dans la documentation Trinode. Et j'avais Xwing Tree. Alors, je vais peut-être... Alors, on va aller dans la doc. Ça me permettra aussi peut-être d'illustrer... Ah, attends, peut-être zoomer un petit peu. Pas toujours super lisible. Alors, j'avais Xwing... Donc, l'élément JTree, c'est bien entendu un objet de Java Swing, hein, donc Java Xwing. Mais comme vous voyez ici, il y a un package réservé aux arbres, aux arborescences de Swing, hein, dans lesquels on va trouver justement de quoi gérer entre autres les modèles, les renderers, ce genre de choses. Mais l'objet JTree lui-même, hein, il appartient au package Java Xwing. Hein, il n'y a pas de problème. Simplement, les objets accessoires de l'objet principal d'interface JTree, on va les trouver dans le package JavaX Swing Tree. C'était déjà le cas pour la table. Hein. L'objet JTable, il est bien dans le package JavaX Swing, mais il y a un package utilitaire pour toutes les classes annexes associées au JTable. Et puis on verra tout à l'heure qu'il y a le même genre de choses pour les textes. On fera aussi des choses sur les textes. Donc dans Java Swing Tree, bien sûr, on va trouver normalement l'interface Trinode. Hein, comme je disais tout à l'heure. Donc l'interface Trinode, eh bien, elle vous contraint à implémenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 méthodes, et qui sont simplement des méthodes qui permettent justement de récupérer la valeur en un nœud, savoir combien on a, je sais pas quoi, enfin ce genre de choses. Hein. Donc un arbre, c'est essentiellement un nœud qui a des fils, enfin des nœuds fils. Donc on a une méthode pour récupérer, à partir d'un nœud donné, l'ensemble des nœuds qui sont sous ce nœud courant. Hein, donc ça permet d'obtenir un parcours complet de l'arbre si on le souhaite. On peut récupérer un nœud en particulier parmi ceux qui
qui sont fils du nœud courant. On peut connaître le nombre de nœuds qu'il y a. Voilà, on peut retrouver, on peut parcourir l'arborescence, on peut la remonter. On peut savoir si un nœud est une feuille ou non. Et puis j'ai oublié les détails exacts des autres, mais je crois que voilà. On va voir comment je l'ai implémenté, c'est le plus simple on aura la sémantique intégrale de ces différentes méthodes. Donc je dois implémenter ces différentes méthodes dans mon code. Et c'est le cas pour Trinode, donc j'ai implémenté, je sais pas quoi, children, getAllo children, child add, child count, getIndex, getParent, isLeaf, voilà. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Bah, vous avez vu que simplement quand j'ai créé mon file system node, hein, j'ai créé en fait toute mon arborescence. Alors je l'ai créé ici presque intégralement, c'était peut-être pas forcément le plus malin, mais peu importe. On verra ça comme ça. Et puis bah, simplement, hein, pour un nœud donné, donc je suis parti, je crois, de la racine pardon, du système de fichiers, hein, c'est ça, le système mode slash. Et puis le deuxième paramètre est nul, je sais pas quoi qui correspond. Ah oui, bah nul parce que j'ai aussi fait le lien arrière, puisque rappelez-vous, hein, il y a une méthode qui permet en un nœud, bien sûr, de récupérer les nœuds fils, mais on doit pouvoir remonter dans l'arbre. Donc j'ai un moyen, j'ai associé en fait à tout nœud la possibilité de spécifier son nœud parent. Donc ça va être quand je vais construire mon arbre. Et bien évidemment, la racine de cette arborescence n'a pas de nœud parent. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que le premier nœud a été créé avec comme nœud parent nul. Et puis j'ai simplement rempli les différentes méthodes. Alors qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? Eh bien, si vous prenez un nœud quelconque, et puis donc mettons le nœud slash, si le système graphique a besoin de connaître la liste des objets qui sont contenus dans le nœud racine, eh bien il va faire un appel par exemple à children ou je sais pas quoi, get child count ou ce genre de choses. Et qu'est-ce que je fais immédiatement dans ce type de méthode? Bah, vous voyez que j'appelle une méthode privée fill qui va me remplir une structure. Bien sûr, je ne vais pas créer mon arborescence de façon statique au démarrage de l'application. J'ai probablement des centaines de milliers de fichiers sur ma machine. Hein. C'est très courant d'avoir autant de fichiers maintenant. Peut-être même parfois on passe aux millions. Donc il est hors de question que je me crée une arborescence de millions d'objets juste par plaisir. C'est inutile. Donc je vais simplement remplir cette arborescence. Hein, elle va être d'une certaine manière, elle va être virtuelle. Et je vais la remplir qu'au fur et à mesure de mon déplacement dans la structure. Au fur et à mesure dans le J-tree, quand je vais sélectionner un nœud, eh bien, on va aller directement regarder dans le système de fichiers à ce moment-là pour remplir la structure, c'est tout. Donc c'est ce que fait la méthode fill. Donc la méthode fill, bah, par exemple, si je veux connaître la liste des nœuds fils d'un nœud donné, bah, j'appelle fill. Et que fait fill? Bah, simplement, vous voyez qu'elle va parcourir quoi? Eh bien, elle va parcourir le répertoire, évidemment si c'en est un, contenu au chemin courant. Donc on va récupérer la liste des objets qui sont dans le répertoire courant, et puis simplement on va omettre les fichiers point et point point, qui sont un peu particuliers évidemment dans le monde Unix. Et puis j'ai même carrément omis tous les autres fichiers, enfin tous ceux qui commencent par point. Voilà, je considère que ce n'était pas utile, donc je les ai tous supprimés. Et puis, bah, chaque fois, vous voyez bien, ce que je fabrique, c'est simplement une liste de nœuds du système de fichiers fils avec le chemin courant qui va bien. Donc ensuite, j'ai plus qu'à simplement remplir mes différentes méthodes. Donc pour connaître le nombre de fils, eh ben, je construis cette structure pour un nœud donné, j'en renvoie la taille, etc. Et puis les deux méthodes importantes, c'est getAllo children et puis isLeaf. Et comme vous voyez, simplement isLeaf, c'est le fait que eh bien, je souhaite indiquer que le nœud courant est une feuille ou non. Et donc, puisque c'est associé à mon système de fichiers, je teste simplement pour savoir s'il s'agit d'un répertoire ou non. Donc si le nœud courant représente un répertoire, bah, ce n'est pas une feuille. Voilà.
Et puis c'est l'inverse pour getAllowChildren, donc ça permet à l'objet JTree de me représenter les répertoires ou les petits triangles qui permettent d'ouvrir, etc. Eh bien, c'est le getAllowChildren qui me permet d'obtenir ça. Qui est en général le symétrique de isLeaf. Il n'y a pas d'obligation à ça, mais en général, c'est le symétrique. Donc voilà, il faut simplement construire une structure arborescente à base de trinodes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien de particulier. Voilà. Hein. Des trinodes. Avec les méthodes qui permettent de représenter cette structure arborescente. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, l'autre chose, c'est le rendu des cellules. Hein. Donc, rappelez-vous, c'est comme dans... C'était comme dans les JTables, il y avait des table cell renderer, c'est-à-dire des structures graphiques, enfin des objets graphiques qui permettent de représenter justement le rendu d'une cellule ou d'une case du tableau, sachant qu'une case du tableau, ça pouvait être n'importe quoi. Hein. Par défaut, c'est du texte, hein, généralement c'est du texte, mais on peut configurer ça et mettre, je sais pas quoi, n'importe quoi d'autre. On pourrait très bien définir un élément extrêmement compliqué à l'intérieur d'une cellule du tableau. C'est pas forcément très recommandé, mais on pourrait s'amuser à faire en sorte qu'une cellule d'un tableau soit lui-même un autre tableau. Hein. Je pourrais éventuellement faire des choses compliquées de cet ordre-là. Ce serait un peu bizarre pour l'utilisateur, mais pourquoi pas. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, exactement de la même manière qu'ici, hein, si vous vous rappelez. Je vais simplement créer une structure qui va étendre le default tree cell renderer, donc qui est la structure graphique qui fournit le rendu par défaut pour une cellule d'arbre, de J arbre, disons. Il suffit simplement d'implémenter la méthode correspondante, la getTreeCellRendererComponent, qui fait quoi? Donc ça qui est une implémentation d'un pattern connu, je l'ai déjà mentionné aussi, hein, c'est le flyweight, qui permet simplement la plupart du temps de recycler en fait des composants. L'idée est assez simple, hein, c'est que vous voyez, si j'ai une JTable qui représente des millions de données, mettons qu'il y a, je sais pas, plusieurs milliers de colonnes et plusieurs millions de lignes. Évidemment, il est hors de question d'utiliser des millions de labels pour représenter tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se base sur le fait que simplement, de toute façon, à l'écran, on n'aura jamais toutes les données à un instant donné. On n'aura jamais toutes les données disponibles. On n'en aura qu'une partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser ce qui est nécessaire pour représenter ce qui sera visible. Donc, c'est ça le but du pattern flyweight, entre autres, et qui utilise pas mal le recyclage de composants. Donc en fait, on a des composants qui, eux, font l'affichage, et on va leur associer à un instant donné, plutôt que de faire une association stricte, une bijection entre composant graphique et la donnée à représenter, hein, on va avoir une fonction qui mappe à tout instant les données visibles dans les composants qui sont utilisés à cet instant-là pour représenter les choses à l'écran. Donc c'est exactement ça le but de getTreeCellRendererComponent, c'est-à-dire c'est une fonction, quand l'interface graphique a besoin de rendre un composant de votre JTree, un objet de votre JTree, donc une valeur dans votre JTree, hein, va appeler cette méthode, et cette méthode est censée lui rendre un renderer. Alors la plupart du temps, la méthode c'est simplement de renvoyer le renderer par défaut, il n'y a pas de souci. Donc là je laisse le système graphique gérer les choses de façon très ordinaire. Et puis, de temps en temps, vous voyez, c'est le cas notamment pour mes feuilles, j'ai souhaité que pour les feuilles de mon arborescence, j'ai un rendu particulier. Bon là, j'ai pas été très malin, à chaque fois je crée un JLabel, mais j'aurais même pu les recycler, ceux-là aussi, si c'était nécessaire. Mais simplement, vous voyez, je renvoie, moi, mon propre composant, qui représentera la valeur qui est à afficher. Sachant que la valeur à afficher, évidemment, elle m'a été transmise par l'interface graphique, hein, en me disant quel est l'arbre et quelle est la valeur que je souhaitais représenter dans cet arbre, plus quelques informations diverses et variées sur l'élément lui-même, donc notamment savoir si
Par exemple, pour un répertoire, s'il doit être en mode ouvert ou pas, donc si le triangle il doit être basculé ou pas, enfin c'est l'idée. S'il a été sélectionné, si c'est une feuille ou pas, son indice faudrait vérifier exactement ce que ça signifie ici dans ce cas-là, dans le tri, mais je pense que c'est l'indice parmi les fils. Et puis si en plus il a le focus. Et donc dans le cas où c'est une feuille, en fait, hein, j'ai fait quelque chose d'assez simple ici, eh bien j'ai renvoyé mon propre rendu, mon propre renderer, mon propre rendu, mon propre composant permettant le rendu d'une valeur de mon arborescence. Et comme vous voyez, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai fait une sous-classe de JLabel, hein, rien de bien particulier, sachant que j'ai décidé que c'est un label pour lequel, par défaut, la couleur de l'encre, c'est bleu, et puis la couleur de fond, c'est rose. Et puis en plus, je l'ai mis en mode opaque, hein, rappelez-vous. C'est la petite punition pour les labels. Par défaut, les labels sont transparents. Donc si je veux effectivement voir la couleur de fond, il faut absolument que je les passe en mode opaque. Donc voilà, hein, ça c'est exactement comme le JTable, c'est le même type de punition que le JTable.